Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 2 du Tour d'Espagne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, coureur top, bilan, des bonnets d'âne également. On fera le grand résumé de la journée, pas de bilan des bleus, parce que j'ai intégré des Français, enfin des bleus, on va dire, dans les tops et dans les flops, donc vous voyez pas forcément l'intérêt de faire un bilan des bleus, puis la note de l'étape également qui sera au programme, et les différents classements en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je sais que ça peut les intéresser. Vous pouvez également bien vérifier que vous êtes abonné et que la petite cloche est activée si c'était votre souhait, parce que des fois YouTube fait des feintes. Vous pouvez booster cette vidéo. Je rappelle que c'est la dernière de la semaine et que vous avez le droit à 3 boosts. Donc si vous ne les avez pas utilisés, bah, vous pouvez vous en servir. Maintenant, vous pouvez faire un super thanks également, ça c'est seulement si vous en avez les moyens. Instagram, comme ça vous êtes au courant de l'heure de sortie de la vidéo du soir. Twitter, également, je vais le faire maintenant régulièrement, de mettre aussi sur Twitter pour ceux qui suivent. Et puis TikTok également et les shorts juste après l'arrivée des différentes étapes. On commence tout de suite avec l'étape du jour. Cette étape numéro 2, on était en grande partie en France, hein, même si on partait de Monaco. On n'avait aucun kilomètre au final de l'étape, c'était que le fictif qui était du côté de Monaco. C'était une étape 100% française, avec un début de journée le long de la mer Méditerranée, puis ensuite on remontait un petit peu dans les terres, avec une journée vallonnée, 3000 mètres de dénivelé positif, hein, déjà à prendre sur cette étape. On s'attendait à un sprint parce qu'il n'y a pas 150 opportunités pour les sprinteurs, mais la grande interrogation, c'était de savoir est-ce que les équipes réussiraient à garder de la cohésion jusqu'au bout. Est-ce qu'un petit malin n'arriverait pas à contrer cette possibilité de sprint dans le final? Et ça n'a pas été une journée si facile, notamment parce qu'il y a eu un certain Ethan Hayter qui a voulu un petit peu dynamiter tout ça et perturber les coureurs, et notamment Tadej Pogacar, mais ça a été une journée intéressante à suivre pour une étape de plat. Hein, ça, je m'attendais pas, je dirais pas m'amuser autant. Genre, c'est une bonne étape. Voilà, je l'ai regardé. Alors l'avantage, c'est que comme elles sont pas diffusées en intégralité aussi, je trouve que sur des étapes comme ça, le fait que ça soit pas diffusé en intégralité, c'est quand même plus agréable à suivre. Vous savez, je suis pas un partisan de diffuser tout en intégralité. De diffuser toutes les étapes en intégralité, je suis pas un partisan de ça. Je pense qu'il y a des journées où il faut diffuser en intégralité, notamment quand on a des difficultés sur la première partie d'étape, mais il y a des journées où on n'a pas d'intérêt à regarder une course en intégralité parce qu'il se passe pas grand-chose. Et là aujourd'hui, le fait d'avoir que 100 km de course de diffuser, j'ai vu l'entièreté de ce qui était diffusé à la télévision, ce qui n'est pas toujours le cas. Eh bien, je trouve que c'était... Voilà, en plus, ça a roulé plutôt vite aujourd'hui, pendant très longtemps, et puis l'animation Ethan Hayter a été intéressante à suivre. Bon, on commence tout de suite avec l'étape du jour. Et l'étape du jour, eh bien, avec le résumé, on avait une première attaque ce matin, au kilomètre 0. 4 coureurs qui ont tenté leur chance, mais qui ont été repris assez vite. En fait, c'est la deuxième attaque qui a été la bonne, avec Uriarte et Kohnbouman qui partent dans un premier temps à 208 km de l'arrivée. Ils vont être rejoints après 30 km quand même, hein, pas Ethan Hayter, hein, au kilomètre à 172 km de l'arrivée. Donc il a fallu plus de 30 km à Ethan Hayter pour revenir sur les deux hommes de tête. Ça lui a peut-être coûté sur la fin. Et puis Sinué Fernandez de la Burgos, lui, n'a rejoint que les deux hommes de tête au kilomètre 159, et il a bataillé au moins 40 km seul. Et pareil pour Ethan Hayter, on a fait une grosse trentaine de kilomètres en solitaire. L'écart max ne sera jamais très important, 3 minutes 25. On regarde quand même, je pense, du côté du AE, mais c'est surtout la Visma et la Lidl qui contrôlent. La Visma pour Van Aert ou Brennan ou Laporte, et
Du côté de la Lidl-Trek, pour Mats Pedersen, là, c'est un petit peu plus clair. Et ces deux équipes s'allient et décident de rouler ensemble. On n'a pas l'aide de la Cofidis, par exemple, pas l'aide de la Red Bull aussi, qui aurait pu rouler. Même Ineos pour Ben Turner. On décide plutôt de rester tranquille du côté de ces formations-là. 126 km de l'arrivée, on a déjà plus qu'une minute 48. On notera quand même la chute de Kanoï Brooks en début de journée. Il s'est quand même bien râpé au niveau des bras, des avant-bras, le coureur belge, mais il a réussi à finir dans le bon groupe, mais c'est pas forcément une super nouvelle pour Kian Brooks. À 77 km de l'arrivée, l'écart n'est déjà plus que de 56 secondes et on comprend assez vite après que du côté de la Visma, on a une petite idée derrière la tête, peut-être de rattraper cette échappée dès le sprint intermédiaire pour pourquoi pas aller chercher le maillot rouge de leader à Tadej Pogačar en prenant des bonifications au sprint intermédiaire. 57 km de l'arrivée, premier lâché dans l'échappée, c'est Koen Bouwman. Et à ce moment-là, l'écart diminue grandement. On a des petites bosses, des petites montées qui sont pas très longues, hein, mais qui font mal, des petits murs. Et là, ça fait mal dans le peloton. On a déjà des cassures, notamment des coureurs qui se font lâcher. Je pense à Stéphane de Schreitner, notamment pour le Belge de la Lotto. Et l'avance des échappées n'est plus que de 26 secondes. Et à 50 km de l'arrivée, on notera la chute de Schumil, le Guatémaltèque, qui sera le premier abandon de ce Tour d'Espagne. Il est tombé, alors c'est rare, c'est arrivé cette année chez les filles, je crois sur le Tour de France, mais il n'a pas déclipsé. C'est-à-dire qu'il est vraiment tombé sans déclipser, et donc là, ça fait extrêmement mal dans ce genre de cas quand vous chutez en étant accroché à vos pédales. À 49 km de l'arrivée, Ethan Ettor part seul. Il va tenter d'aller au sprint intermédiaire, de prendre les secondes de bonification tout seul. Et les Visma vont un peu se casser les dents sur le Britannique. Et il va réussir à prendre les secondes de bonification. Et il sera repris à 34 km de l'arrivée. Tout d'un coup, le rythme diminue, le rythme chute énormément dans le peloton. On prépare le sprint, Ethan Ettor est à l'arrière, on se dit pas bon signe ça pour le Britannique pour tenter de rester dans le peloton, surtout qu'il a quand même fait beaucoup d'efforts, mais c'est pas un coureur qui aime frotter et ça a toujours été son problème. Chez Ineos, on s'arrachait les cheveux vraiment avec Ethan Ettor pendant très longtemps. Je me souviens notamment sur un tour de Romandie où on était bien énervé du côté de la Ineos que ce coureur-là reste à l'arrière. On rentre dans les 5 derniers kilomètres. Parmi la chute Schumil, on notera également Samitier qui est tombé, qui est passé pas mal de temps au médical. Et puis à 2 km de l'arrivée, accélération de Van Aert qui part avec Tadej Pogačar. Carapaz n'arrive pas à suivre les deux hommes. Petite déception même du côté de Carapaz qui n'a pas réussi à suivre les deux hommes de tête. Bon voilà, c'est une petite déception du jour. Et puis ensuite, eh bien, Van Aert et Pogačar sont repris par Astana. C'était pas Romélé. Par contre, c'était qui? Je ne saurais pas vous dire du côté d'XDS Astana, puisque Romélé finit loin. Et derrière, eh bien, la Visma va rouler, mais surtout la Jayco. Et puis, on va avoir également Finn Fisher Black. Donc, on reprend les 3 hommes de tête. Finn Fisher Black décide d'emmener le sprint très loin de l'arrivée. Alors, je sais pas s'il y avait un plan qu'il n'a pas vu, qu'il n'y avait pas Jordi Meeus derrière, ou est-ce que c'était vraiment pour sa pomme qu'il avait décidé de lancer du sprint. Mais ensuite, Matthew Brennan décide d'accélérer, et là, personne n'arrive à suivre sa roue. Absolument pas Pedersen qui emmène trop gros, ni Pogačar. Personne n'arrive à suivre la roue du coureur britannique qui s'impose facilement devant une surprise, Pao Mikel aujourd'hui, et puis Pogačar qui prend la 3e place. Et étant donné qu'Ethan Ettor finit en plus à 30 secondes, le coureur slovène ne perd
pas le maillot de leader. Il conserve son maillot rouge dans cette quête peut-être secondaire d'aller faire 21 jours avec le maillot de leader, ce qui n'est pas arrivé depuis Tony Rominger. Note de l'étape, moi j'ai décidé de mettre 14 sur 20. Oui, j'ai passé une belle journée. Voilà, pour une étape plutôt typée sprint. On a une belle échappée, on a Ethan Ettor qui fait les efforts, qui tente d'aller chercher le maillot rouge de manière détournée. On a ensuite une belle bagarre, les accélérations dans le final. Moi, j'ai passé un beau moment, voilà, aujourd'hui, sur une étape comme celle-là. Je trouve que c'est, voilà, on pouvait, alors mieux, ça aurait été des coups de bordure, des trucs comme ça, mais je trouve que c'est déjà un peu au-dessus de mes attentes, là, sur cette étape. Donc, un beau 14 sur 20 aujourd'hui. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec la Visma, tout simplement parce que je trouve qu'ils ont parfaitement su gérer la situation de l'ogre à deux têtes, comme je dis assez souvent, qui est souvent une stratégie qui peut être intéressante quand elle fonctionne, mais qui est dure à faire fonctionner parce que déjà il faut réussir à mettre parfois les égos de côté. Là, par exemple, Van Aert, il peut dire je joue le sprint aujourd'hui à Manosque et Brennan aussi, et dans ce cas-là, tu n'as plus cette stratégie-là qui fonctionne. On a de la chance et qu'on a un coureur intelligent comme Van Aert qui sait aussi se dire bon là aujourd'hui j'ai déjà pris les points du sprint intermédiaire, ça me fait déjà un petit pactole pour le maillot vert maintenant. En gros, j'ai un peu d'avance aussi parce que Pedersen n'avait pas forcément fait un grand contre-la-montre samedi et je peux tenter un truc, je tentais un coup. Et il décide de sortir à 2 bornes de l'arrivée, c'était intelligent parce que le parcours était très sinueux dans le final. Bon, pas de chance, il est accompagné par Pogacar, mais si les deux peuvent aller au bout, le problème c'est que derrière on a quand même réussi à s'organiser. Il y a des équipes qui ont décidé de rouler, et il y a aussi le coureur d'Astana qui revient sur eux et qui, on va dire, qui change un peu la donne. Parce que du côté de Van Aert, on voulait peut-être pas forcément se faire contrer à la fin, alors qu'avec Pogacar, on se disait, allez, pourquoi pas, on va peut-être réussir à s'entendre, un qui prend la victoire, l'autre le maillot leader. Bon, ça va peut-être pas marcher, mais je pense que ce qui a vraiment changé, c'est le retour du coureur d'Astana il a modifié la situation du côté de la Visma et du côté de Van Aert. Mais c'était extrêmement bien joué de la part de la Visma, en se disant en plus, Pogacar serait obligé de rouler et Van Aert, il avait pas besoin de rouler parce que derrière, il y avait toujours Brennan, et surtout, il avait Brennan accompagné de Laporte. Et ça aussi, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est d'avoir un Laporte qui n'hésite pas non plus à aider ses leaders, qui n'hésite pas non plus à faire le travail. Laporte aujourd'hui, il peut aussi s'imposer, hein. Ou il peut au moins faire un podium. Aujourd'hui, Christophe Laporte, il n'hésite pas à aider ses deux leaders. Et c'est ça la force de la Visma. C'est comme on n'hésite pas à faire gagner des équipiers en début de saison, eh bien, ou à d'autres moments de leur carrière, on a souvent l'avantage d'avoir le retour de bâton, on va dire, c'est-à-dire, mais dans le bon sens, le retour de bâton, c'est-à-dire que ces équipiers se mettent à 200% pour un leader. Et là, c'est ce qui fait la différence. Et puis avec un Van Aert qui a quand même fait une grande saison, aussi avec un Brennan qui a quand même changé la donne avec le Tour de Burgos. Brennan, s'il n'est pas performant sur le Tour de Burgos, ça change peut-être quand même la situation. Sauf qu'il a gagné 2 fois sur le Tour de Burgos, ce qui le remet, on va dire, dans le droit chemin et ce qui le remet en confiance après une première partie de saison qui était loin d'être idéale, avec seulement une victoire sur le Down Under, et puis je crois que c'était sur la Flèche du Sud où il avait gagné avec la réserve de la Visma. Là, ça fait du bien du côté de Brennan. Je pense aussi au niveau du moral, avec cette première partie de saison qui était loin d'être idéale. Là, il se remet en confiance, avec qu'il a dû voir Magnier gagner sur le Giro. Il en a vu des coureurs être performants et lui ne pas réussir à sortir, on va dire, les bons résultats. Et sur cette Vuelta, il en profite, et puis c'est la première fois qu'on lui faisait confiance sur un grand tour. Vu que c'est sa première participation à un grand tour, réussir à claquer une victoire tout de suite, tout le monde n'a pas réussi. Je crois même me rappeler que Cavendish, ça s'était pas si bien passé que ça lors de son premier grand tour.
de mémoire. C'est là où on voit aussi que ces jeunes coureurs, bah, ils sont de mieux en mieux préparés, de plus en plus efficients d'entrée, et même quand ils arrivent sur un grand tour, bah, ils arrivent à être performants. Bon, Magnier l'an dernier, il fait quand même troisième d'une étape sur le Giro, même si son Giro est pas parfait. Bon, Brennan qui a un peu plus attendu, bah lui, il gagne. Dès cette première étape importante pour lui. On sentait déjà que de toute manière hier les jambes étaient bonnes, mais il fallait réussir à frotter. Et là, c'est vrai qu'avec le final tortueux, j'avais des doutes, mais encore une fois, bien entouré par la Visma. Et puis, je voulais souligner également un énorme Kreuzweig hein, quand même aujourd'hui, qui a fait parfaitement le travail d'équipier Steven Kreuzweig, parce que à 38, 39, Kreuzweig réussit alors que le chat a décidé d'aller dans la litière, réussir à avoir un coureur qui arrive à rouler aussi longtemps à l'avant du peloton et à faire les efforts comme il les a fait aujourd'hui, à peut-être 2 mois de la retraite hein, pour Kreuzweig, c'est quand même assez impressionnant. Il pourrait se dire, oh, ma dernière année, je la passe tranquillement, comme Geraint Thomas, comme d'autres l'ont déjà fait. Non, non, lui, il n'hésite pas à faire ce travail d'équipier, à faire le job jusqu'au bout. Donc aussi bravo du côté de Steven Kreuzweig. Deuxième coureur au top, Ethan Etter. Oui, quand même. Alors oui, on n'a pas le maillot de leader ce soir, mais c'était bien tenté aujourd'hui. C'était bien tenté, c'était osé quand même de sa part de se dire, je vais aller prendre l'échappée, je vais essayer d'aller choper le maillot de leader. Lui, il avait peut-être senti que Pogacar allait pas le défendre à tout prix, ou peut-être qu'on avait entendu les interviews du matin du côté de la Soudal Quick-Step, ou qu'on avait eu des retours des interviews du matin du côté du coureur britannique et du côté de la direction de l'équipe belge. Mais le fait de partir en échappée, c'était intelligent. Pogacar était de manière surprenante pas accroché tant que ça à ce maillot. Alors que je me disais, bon, bah là, il avait quand même la possibilité de prendre le maillot pendant 21 jours, qu'il avait raté sur le Giro, où il avait été battu par Narvaez sur le sprint en 2024. Il n'avait pas réussi à le faire sur le Giro, malgré une première étape qui correspondait à ses qualités. Là, bah, il pouvait profiter de la situation avec ce chrono à Monaco qui correspondait peut-être pas à 100% à ses qualités, mais qu'il avait remporté parce qu'il connaissait une grande partie du parcours. Et, Ethan Hayter, il s'est quand même bagarré pour aller chercher l'échappée parce que je rappelle qu'au départ, il y a un groupe de deux qui sort. Il a roulé quand même tout seul pendant plus de 30 kilomètres. Donc déjà, grosse motivation. Ensuite, il se retrouve dans un groupe à 4. Il sait que bon, pour la victoire d'étape, ça le fera pas, mais il y a ce sprint intermédiaire à 45 kilomètres de l'arrivée. Sauf que la Visma est motivée, sauf que la Lidl, bah, ça roule quand même aussi avec la Visma, et que la Visma accélère fort. Et là, tu te dis, à 60 bornes de l'arrivée, il n'y a plus que 40 secondes d'avance, c'est mort. C'est-à-dire son pari va pas fonctionner. Et puis il arrive à relancer ce groupe, à tracter ce groupe, à faire lâcher tout le monde ensuite derrière, et puis à prendre ses secondes de bonif. Sauf qu'une fois que tu as pris les secondes de bonif, bah c'était presque le plus dur ensuite qu'il l'attendait. Ethan Hayter, il fallait réussir à résister. Et c'est là où c'est un peu moins bien passé pour lui parce que voilà encore une fois Ethan Hayter c'est marrant parce que Ethan Hayter il a le même problème que Moncoutier, donc c'est un mec qui aime pas frotter. Soit il est à l'avant du peloton, soit il est derrière, mais il peut pas être au milieu de la boule. Ça, il a jamais été au milieu de la boule. Et Ethan Hayter, c'est marrant parce que Moncoutier c'était un grimpeur. Pour un grimpeur, c'est pas un problème, mais un profil comme Ethan Hayter, qui a un profil on va dire sprinter puncher, enfin plus puncher que sprinter peut-être, même Ethaneter. C'est un problème et le problème c'est chez Ineos déjà on s'arrachait les cheveux hein, vraiment avec ce truc-là et ça a continué chez Soudal Quickstep. Mais ça montre qu'il est quand même en forme, Ethaneter. Alors oui, il finit à 30 secondes. En plus, il y aurait eu une chute dans le final qui l'aurait gêné. Bon, il n'y a pas eu de reclassement hein, pour le moment de coureurs. Donc je pense que la chute a pas dû être considérée comme assez importante, mais le pari était osé, le pari était bien joué également. Bah dommage sur la fin que ça se conclue pas, mais il a animé l'étape et voilà, c'était bien joué voilà, de la part d'Ethan Hayter. Donc j'ai bien aimé voilà
cette tentative du côté du coureur britannique. Troisième coureur top, Pau Mikel. Ouais, belle perf aujourd'hui. Deuxième de l'étape. Je regardais un petit peu même ses résultats cette année, Pau Mikel, qui a rejoint l'équipe Bahreïn cette année après un passage chez Karen Pharma. Je l'avais vu qu'en début de saison, et encore pas tant que ça, Pau Mikel. Et après, j'avais un peu lâché le coureur. Je me souviens, à Neuquereux, sa 12e place, je m'en souviens pas. Ça devait être la Ruta de la Ceramica, j'avais vu le sprint, juste ce sprint. Je l'avais vu sur une autre course où il avait été moyennement performant. Mais oui, il avait eu un changement d'équipe assez fort. C'est pas forcément facile à gérer. Alors, il avait fini deuxième de la Anvert Porte Épique, mais on est en plus sur un profil de coureur qui est pas forcément la spécialité quand même de la Bahreïn, hein. Les sprints, ils ont eu Bauhaus, hein, ils ont toujours Bauhaus même, mais c'est quand même pas leur domaine de prédilection, hein, d'emmener correctement les sprints, et ils ont pas la culture foncièrement du sprint dans cette structure. Et c'est vrai que je me disais, oh, Pau Mikel, ça va peut-être être compliqué aujourd'hui pour le coureur espagnol. Bah, il a été bon sur ce sprint, il a su gérer la situation. Le fait qu'il y ait eu l'attaque de Van Aert, ça l'a aidé aussi. Comme Brennan en passant, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Mais le fait que Van Aert accélère, ça a permis aussi d'avoir un sprint avec où ça frottait moins, parce que c'était un sprint qui était plus dur. Le fait d'avoir durci, ça a aidé, je pense, Brennan. Ça a aidé aussi un Pau Michael. Et, c'est une belle performance pour ce Tour d'Espagne, en sachant que la Bahreïn a pas forcément des grandes espérances et des grands objectifs avec Buitrago. Notamment, hein, je suis pas sûr qu'on parte avec des grandes ambitions avec Pello Bilbao et Buitrago du côté de cette formation. Donc c'est plutôt un bon résultat pour lui dans cette première année en World Tour, et ça va peut-être un petit peu le remotiver, le relancer après une première partie de saison qui avait pas forcément été exceptionnelle. Enfin, il n'y avait pas un bon de performance par rapport à ce qu'il faisait du côté de la Kern Pharma pour ce coureur. Donc voilà, j'ai bien aimé Pau Mikel aujourd'hui, et puis Hugo Hofstetter également pour terminer du côté de la NSM parce qu'il prend une belle 5e place. Et quand on regarde, bah, parmi les purs sprinters, vraiment les purs sprinters, il y a Brennan, Hofstetter, parce que Pedersen, même si c'est un bon sprinter, c'est pas seulement sa seule qualité. Voilà, il passe très bien les bosses. Bon, bah, Pogacar, on est sur un puncher. Tobias Allan-Johannesson qui est 6e puncher. Pareil pour Fischer Black. Pareil pour Only. Aolar, là aussi, ça passe très bien les bosses. Bon, Axel Laurence, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, mais qui n'est pas sprinter. Parmi les vrais sprinters purs, pour moi, bah, il est deuxième, derrière Brennan. Et en étant beaucoup moins bien entouré que Brennan, parce que chez NSM, il n'y avait pas grand monde pour entourer Hofstetter, hein, des images que j'ai vues du final. Alors, j'ai pas re-regardé le final en replay, mais pour moi, il n'y avait pas 150 mecs, 150 mecs pour l'entourer. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, ça a toujours été un sprinter qui pouvait s'en sortir dans les bosses, parce que moi je me souviens notamment sur le Samin, sur des courses comme ça, où il arrivait à avoir des résultats. Le Samin, ça a toujours été même un endroit qu'il aimait bien. Mais après 3000 mètres de dénivelé positif, c'est pas la même chose que sur le Samin, où on doit être à 1005, 1008 peut-être de dénivelé positif. Donc là, c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus difficile et compliqué. Donc très performant de sa part. Donc vraiment bien. Voilà, du côté de Goffstetter. Belle journée, belle étape pour le coureur français. Du côté des bonnets d'âne aujourd'hui, on commence avec Mats Pedersen. Ouais, j'ai pas aimé son sprint. Alors oui, il finit 4e, 5e, hein, aujourd'hui, c'est pas catastrophique hein, du côté de Mats Pedersen, 4e aujourd'hui, mais j'ai vraiment pas aimé son sprint. Dès le départ, en fait, tu sais que ça va pas le faire. Il emmène un braquet. C'est rare de dire ça, parce que du côté de Pedersen, il n'arrive pas à emmener son braquet. Il n'arrive pas à l'emmener. C'est trop gros. Donc quand il lance, on a l'impression qu'il doit tourner à 80 tours minute. Mais vraiment, tu sens que ça tourne pas les jambes sur un sprint, et ça, c'est rédhibitoire.
c'est rédhibitoire d'entrée pour Mats Pedersen. Je pense que l'attaque de Van Aert, il était peut-être mal placé au pied parce que c'est vrai qu'on voit Carapaz, on voit d'autres coureurs, mais on voit pas forcément Pedersen au pied. Je me disais même, ah bah tiens, où il est Mats Pedersen quand ça s'est regroupé à 700-800 mètres dans un premier temps de l'arrivée, je me demandais où il était du côté de Mats Pedersen. Et ouais, non, c'est pas un bon sprint de sa part. Là, vraiment, que sur le sprint, c'est pas bien, c'est pas top. Il arrive pas à lancer son braquet. C'est surprenant parce qu'on est sur un sprint en faux plat montant. C'est ce qu'il aime, Mats Pedersen. Mais là, il a pas réussi à envoyer les watts. Encore une fois, on avait l'impression qu'il emmenait vraiment trop gros en termes de braquet. Ça tournait pas les jambes. Alors peut-être que c'était le braquet qui était prévu sur son sprint et qui pensait pas que la pente finale serait aussi importante. On a peut-être fait une erreur sur le choix de matériel, ou peut-être qu'il n'arrivait tout simplement pas, qu'il était cramé, qu'il était fatigué et qu'il n'arrivait pas à emmener tout simplement son braquet. Mais il n'a pas du tout existé dans ce sprint. Il se fait même remonter sur la fin par Pao Mikel et Pogacar. Il se fait dépasser par les deux. Il a vraiment explosé sur les 50 derniers mètres, donc c'est pas un bon sprint. Alors après, c'est pas la première fois que ça lui arrive sur la Vuelta, mais c'est vrai que l'an dernier déjà sa Vuelta avait pas été dingue. Est-ce que Pedersen il n'arriverait pas à enchaîner deux grands tours la même année? Ça c'est peut-être une petite interrogation. Il faudra suivre ça dans les prochains jours. Mais il n'a pas marqué tant de points que ça hein, sur les premières étapes du côté de Pedersen. Il a du retard à la fois sur Van Aert, à la fois sur Brennan, à la fois sur Pogacar aussi. Hein. Mats Pedersen il est seulement 9e du classement du maillot vert avec 20 points quand Van Aert bon, on a 25, Brennan en a 30. Alors l'écart est pas si énorme que ça, mais Van Aert aujourd'hui il marque pas de points dans le sprint. Donc c'est-à-dire que si Van Aert il fait troisième ou quatrième, l'écart serait bien plus gros avec Mats Pedersen. Il va falloir un peu cravacher quand même pour aller chercher ce maillot vert. Et il va falloir partir dans les échappées, sauf que Van Aert aussi il est capable de partir dans les échappées. Donc ça va pas être forcément simple pour lui. Deuxième bonne dame du jour, Félix Gall. 18 secondes de perdu aujourd'hui pour Félix Gall. Dommage pour le coureur autrichien qui finit seulement 66e. Alors l'avantage pour lui, c'est qu'il finit dans un groupe où pas mal de grimpeurs finissent, notamment Recitelo, Tuckwell. On a Nordhagen également qui ont perdu du temps. Vous avez Almeida aussi. Vous avez aussi Amsel, Vidar qui est dans ce groupe-là avec Georges Bennett par exemple. Mais on est dans un groupe où il y a pas mal de monde, mais c'est quand même un peu du temps perdu gratuitement sur, bah, encore une fois, le souci de Félix Gall, c'est qu'il est pas bon dans le placement, il s'est pas frotté, et bah, c'est du temps perdu, surtout par rapport à Carapaz, qui pourrait être l'adversaire numéro 1 pour le podium. C'est du temps de perdu également par rapport à Henrik Mas aussi, par rapport à un Primoz Roglic, donc par rapport à des coureurs qui pourraient être des adversaires tout simplement aux coureurs autrichiens. Donc c'est pas forcément l'idéal. Et puis c'est dommageable parce que hier on avait fait une belle perf, on avait fait un bon chrono hein, quand même du côté de Félix Gall par rapport aux qualités de Félix Gall. Il avait bien réussi à limiter la casse, le coureur autrichien. Et là, bah, je dirais que sur certains coureurs, ce qu'il a gagné hier, il le repère aujourd'hui avec une erreur, on va dire, je pense, de placement qui est un peu triste parce que dans le même temps, Léo Bizio lui fait 12e. Et dans le coup, Léo Bizio, donc je pense on s'est un peu raté du côté de Félix Gall. Bon, c'est dommage du côté du coureur autrichien. Et bon, heureusement pour lui aussi, c'est Cricitello finit dans le même groupe. Mais voilà, c'est du temps de perdu, du temps un peu gratuit. Aujourd'hui, on ne doit pas perdre ce temps-là du côté de ce coureur. On doit réussir à être aux avant-postes. Troisième bonne d'âne du jour, c'est Canaille Brooks. Nouvelle chute hein, pour Canaille Brooks. Il commence à accumuler quand même les soucis. Alors certains vont encore utiliser le terme malchance. Moi j'aime pas ça parce que quand ça se répète dans une saison,
ou depuis 2 saisons, ou depuis 3 ans, ou depuis 4 ans, un peu comme Roglic par exemple, ou Jevine. C'est plus de la malchance. Alors une fois, 2 fois, oui, ça peut être de la malchance. Quand ça se répète, c'est plus de la malchance. Il y a peut-être des lacunes techniques hein, du côté de Cannes à Utebrooks. On sait que c'est pas le coureur le plus à l'aise hein, dans ce type de situation, mais déjà hier, le chrono est pas bon du côté de Cannes à Utebrooks. Il finit seulement 123e et en ayant perdu quand même pas mal de temps. C'est peut-être même l'un des coureurs qui pourrait potentiellement faire top 10 qui finit le plus loin hier Cannes à Utebrooks. Et après un Tour de France qui a été compliqué, où il a été malade et jamais dans le coup, ça gâche un peu cette première partie de saison qui était réussie du côté de Cannes à Utebrooks, mais où il y a, voilà, depuis quelques temps, c'est un coureur quand même qui a tendance à pas mal chuter Cannes à Utebrooks. Et ça, c'est un peu dommageable. Je sais pas si j'ai une statistique même sur ces chutes. Je pense que j'ai pas ça. Je pense, oui. Cela, j'ai les blessures, mais je pense pas que j'ai le nombre de chutes. Voilà, et ça, mais ça, c'est un vrai problème. Voilà, les chutes pour ce coureur. Faut vraiment qu'il arrive à travailler peut-être au niveau technique. Et c'est dommage parce que, bon, voilà, c'est quand même un coureur qui a déjà fait 6e de la Volta. Je pense qu'aujourd'hui, il perd aussi un petit peu de temps par rapport à cette chute. Il était tombé déjà à Valence en début de saison, mais il est tombé à plusieurs reprises. Je crois me rappeler qu'il est tombé déjà une deuxième fois cette année Canoë-Brooks. C'est bon, voilà, quand on commence à être à 3-4 chutes dans l'année, c'est un peu beaucoup. Voilà, c'est un peu beaucoup du côté du coureur belge. Donc il va falloir travailler là-dessus. Et puis surtout, la veille d'une étape comme Font-Romeu, l'avant-veille d'une étape comme Andorre, bah c'est pas l'idéal pour entamer cette Vuelta du tout pour le coureur belge. C'est pas du tout la bonne situation. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Voilà, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal du tout. Du côté de Canaus Brooks, c'est pas dingue. Et ça gâche un peu l'image qu'on avait de lui cette saison, sur cette première partie de saison, où c'était vraiment pas mal, où il était plutôt performant, où il avait réussi à faire des bonnes choses. Là, c'est vrai que l'été est bien plus compliqué pour lui, pour le moment. Donc c'est un petit peu, voilà, dommageable pour ce coureur, parce que on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux. On termine avec un dernier coureur, c'est Ben Turner. Je pensais que c'était lui qui allait sprinter aujourd'hui du côté de la Net Company. Quand j'ai vu que c'était Axel Laurent, j'ai été un peu surpris. Et puis après, je me suis remémoré. Mais en fait, Ben Turner, ça fait depuis longtemps que je l'ai pas vu sprinter. Et donc là, j'ai re-regardé sa fiche à Ben Turner. Et oui, alors il a sprinté sur le Tour de République tchèque, parce que lui, il a fait le Tour de République tchèque au mois d'août. Mais il n'avait pas sprinté depuis le Giro. Alors déjà, il a 42 jours de course, ce qui est moins que Cocard, par exemple, 42 jours de course, hein, pour ceux qui veulent savoir. Mais du côté du coureur britannique, ouais, j'en attendais un petit peu mieux aujourd'hui. C'est le type de finale quand même qu'il aime bien. Il avait été bon à Cosenza, par exemple, cette année. Sur le Tour d'Italie, alors qu'il y avait quand même Arensman. Et c'est à Cosenza ou c'est à quelle étape où il est obligé d'attendre, où il est obligé de se relever, ou je ne sais plus. Il y a une étape cette année sur le Giro où il a été obligé d'attendre le peloton, où il a eu les consignes dans les oreilles. Ça lui a pas beaucoup plu cette année. Mais ouais, il a peu sprinté, hein, Ben Turner, cette saison. Il a surtout sprinté en début d'année. Sur le Tour de la Communauté de Valence, où il avait fait 11, 6, 8, 7 au niveau des différentes étapes. Mais sur des sprints massifs, on l'a peu vu. Et c'est dommage, parce que l'an dernier, il avait fait une belle Vuelta. Il prend une belle victoire d'étape en France, mais je dirais que sa Vuelta était pas mal. Il avait bien enchaîné derrière, en plus, avec la Crow Race.
où il avait été efficace également, et puis sa saison était réussie, hein, l'an dernier à Ben Turner, il avait fait vraiment des choses pas mal du tout, et là il est un peu rentré dans le rang Ben Turner, donc ça serait bien de réussir à se remobiliser. Après chez Ineos, bah étant donné qu'on emmène Only, qu'on emmène Carlos Rodriguez, bah ça laisse peu de place hein, pour des équipiers, et surtout pour des équipiers pour le sprint. Donc là aujourd'hui ça a été ça a été Axel Laurence qui a fait le sprint, mais ça laisse pas 150 possibilités voilà du côté de la Net Company Ineos. Et puis je vais terminer avec Brian Cocard rapidement hein, le coureur de la Cofidis. Bon 15e aujourd'hui, c'est pas du tout extraordinaire du côté de Cocard. Après moi j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre sa saison quand même Cocard. Ce que je vous disais, il a donc plus de jours de course que Ben Turner. Il en a quand même, bon, il a un jour de plus, il en a 46, mais il a pas couru depuis 2 mois et demi. C'est-à-dire que son dernier jour de course, alors il y a eu les championnats de France le 28 juin, mais il a pas couru depuis 2 mois. Il a pas couru pendant 2 mois. Et en même temps, pour un mec qui n'allait pas sur le Tour de France, pourquoi avoir fait le Tour Auvergne-Rhône-Alpes? Euh, Voilà, il a beaucoup couru quand même sur la première partie d'année, parce que il avait fait, pour un mec qui visait autant la fin de saison, enchaîné au mois de janvier, février, il a fait combien de jours de course? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 jours de course entre janvier et février. C'est quand même beaucoup, hein, pour un mec qui visait potentiellement seulement la Vuelta cette année, donc il semblerait dès le début de saison. Il a encore beaucoup couru en mars-avril, encore, et j'ai envie de dire même mai-juin, hein, parce qu'en mai il fait 4 jours de Dunkerque, il fait les courses en Bretagne, enfin il fait le Tour du Finistère à la classique Dunkerque aussi. Il a fait la Route Tourangelle, il a fait Paris-Camembert, il a fait beaucoup de manches de Coupe de France, même. Euh, on aurait peut-être même pu l'envoyer à la Polynormande avant la Vuelta pour lui rajouter quand même un petit jour de course parce que là il finit très loin et puis on ne l'a pas vu de la journée. Pour un mec qui nous dit avoir travaillé ses qualités de puncher, bah, quand tu vois le top 10, normalement il y a quand même des punchers, il doit être devant et il doit réussir à s'en sortir et je trouve que bah c'est plus forcément un très grand sprinter et puis en même temps c'est plus un très grand puncher non plus notre ami. Donc c'est un peu compliqué du côté de Brian Cocard. C'est-à-dire qu'en ce moment, pour moi, c'est pas un puncher parce que en termes de puncher, je trouve qu'il en a perdu énormément. Et c'est pas un sprinter non plus, donc il est un peu le cul entre deux chaises. Il va falloir trouver une solution pour Brian Cocard. Mais est-ce que c'est un choix vraiment de début de saison? Lui, il nous dit que oui, c'est un choix de début de saison de faire que la Vuelta. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu le choix du désespoir parce que en gros on savait qu'on n'allait pas faire le Giro et que bon sur le Tour de France on voulait mettre d'autres coureurs et que bon bah la solution de secours ça a été de le mettre sur le Tour d'Espagne. Voilà, mais pas incroyable pour le moment. Alors on va attendre dans les prochains jours hein, mais ouais, je suis pas convaincu par Brian Cocard pour le moment. On regarde tout de suite les différents résultats pour finir cette vidéo. On commence tout de suite avec l'étape du jour. Mathieu Brennan, donc vainqueur devant Pau Mikkel, Tadej Pogacar, Pedersen, Hofstetter, Johannessen, Tobias Allan, Johannessen, Finn Fischer-Black, Axel Laurence, Oscar Olny. Alors Louis Saolar, seulement 41 coureurs. Pardon, on finit dans le temps du vainqueur avec un Carlos Rodriguez qui devait être limite même, vu que derrière on voit que ça saute tout de suite à 18 secondes, donc il a dû faire l'effort je pense pour pas avoir plus de 3 secondes d'écart avec le coureur devant lui, parce que je rappelle que c'est ça maintenant la règle. On s'aperçoit quand même qu'il y a eu des coureurs qui ont fini loin, notamment Lutsenko et José Manuel Diaz à 10 minutes, mais Alex Kirch et Saint-Tiens à 16 minutes 15 et surtout Tchoumil qui a abandonné aujourd'hui. Au niveau du classement général, bien Pogacar en tête, désormais son dauphin c'est Van Aert, Brennan est 3e, Léo Bizio le français se retrouve 4e devant Fischer, Black et Kung, Jevine 7e devant Pedersen, Roglic et Jordan Labrosse qui n'a pas fait le sprint.
Comme Bastien Trochon aussi, hein, qui finit très loin. Si chez Groupama, l'objectif est de faire des sprints avec Bastien Trochon, je suis pas vraiment convaincu de la réussite du projet. Maillot vert, Pogacar en tête avec 5 points d'avance sur Ethan Etter, Mathieu Brennan 3e devant Van Aert, Pao Mikel. Complète le top 5, classement de la montagne. Eh bien c'est Koen Bouman qui a été meilleur que Diego Uriarte, qui a tenté à 2 reprises, notamment sur le deuxième Grand Prix de la montagne anticipé, mais ça n'a pas fonctionné. Ethan Etter 3e devant Sinué Fernandez. Le maillot blanc, lui, c'est Mathieu Brennan qui le mène devant Léo Bizio, Fischer Black, Labrosse et Axel Laurence dans ce classement. Donc qui passe devant Tarling qui avait ce maillot blanc et qui a perdu 30 places. Et puis le classement par équipe est emmené par la UAE devant la Wiesmann et compagnie, Decathlon et Tudor. Deuxième équipe française après la Decathlon, c'est la Groupama qui est dans le top 10, la Cofidis. Et 17e. Bon, eh bien nous on se retrouve demain, 7h pour la présentation de l'étape numéro 3. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mac Production.